Alors, je vous rappelle rapidement ce qu'on avait fait les 2 dernières semaines. Donc, rappel, on avait fini une relation comme un sous-ensemble de R croix I, de X croix X, donc qu'on note R comme ça, et on note X, R, Y, c'est équivalent, X, Y appartient à R, et dans ce cas-là, on dit, si ça c'est vrai, que X et Y sont en relation. Et la semaine dernière, on avait vu la définition de relation d'ordre. Est une relation qui est réflexive, c'est-à-dire pour tout x en x, x est en relation avec lui-même, qui était antisymétrique, c'est-à-dire pour tout xy en x, si on a à la fois x en relation avec y et y en relation avec x, alors nécessairement x égale y, et enfin transitive. C'est-à-dire, si on a trois éléments x, y, z en x, si x est en relation avec y et y en relation avec z, alors x est en relation avec z. D'accord. Des exemples qu'on avait vus, c'est les nombres réels munis de l'inégalité classique. Un exemple que j'ai pas... Non, 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 non. Une relation d'ordre n'est pas symétrique en général. Ça, c'est effectivement une des propriétés qu'on a vues, mais les relations d'ordre ne sont pas symétriques en général. Donc les relations d'ordre, vous voyez par exemple l'inégalité, si x est inférieur ou égal à y n'est pas forcément inférieur ou égal à x. Donc on peut prendre R avec la relation d'ordre classique. Je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais on peut la mettre dans l'autre sens, et ça reste une relation d'ordre. Vous pouvez vérifier. Qu'est-ce que j'avais donné? On pouvait prendre les parties d'un ensemble Z et l'inclusion. Ça, c'est une relation d'ordre. Et puis, on avait vu les entiers naturels avec la divisibilité. C'est également une relation d'ordre. Sinon, on peut aussi prendre, quel que soit l'ensemble de X, on pouvait prendre l'égalité, c'est une relation d'ordre. Alors j'y viens, une relation d'ordre R est totale si tout xy dans X, X est en relation avec Y ou Y est en relation avec X. Sinon, on dit qu'elle est partielle. Donc une relation totale, ça veut dire que si vous avez deux éléments quelconques, ils sont comparables. Par exemple, vous avez deux réels quelconques, dans cet exemple ici, si vous avez deux réels quelconques, deux réels, vous savez, vous pouvez toujours les comparer. Ça, c'est une relation totale. Par contre, si vous avez je vous donne deux sous-ensembles, ils ne sont pas forcément inclus l'un dans l'autre. Pareil, deux entiers, il n'y en a pas forcément un qui divise l'autre. Voilà. Ça n'a pas forcément de rapport avec être symétrique ou pas. Parce que là, on demande juste que l'un des deux soit vérifié, pas les deux. Ça, c'est les rappels de la dernière fois. Comme écrit ici. Monsieur? Oui. Une relation totale, ça veut dire qu'on peut toujours comparer x et y? Oui, dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Mais pas dans les deux en général. D'accord. Vous voyez, comme dans les réels, je vous donne deux nombres, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Mais l'autre ne sera pas plus petit que le premier en général. Oui, d'accord. Merci. Ok. De toute manière, on va faire des exemples aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier grand type de relation qu'on connaît, c'est les relations d'ordre. Il y en a un deuxième, c'est les relations d'équivalence.
Donc là, c'est la suite du cours maintenant. Définition. Une relation d'équivalence est une relation qui est réflexive, donc comme avant, transitive comme avant, mais la différence, c'est au lieu d'être antisymétrique, elle est symétrique. Bon, je vous rappelle, symétrique et antisymétrique, c'est pas opposé l'un de l'autre. Une relation peut être à la fois symétrique et antisymétrique, par exemple l'égalité, et à la fois symétrique et antisymétrique, ou bien elle peut être ni l'un ni l'autre. Pensez-y plutôt comme aux fonctions paires et impaires. Une fonction peut être soit paire, soit impaire, soit les deux, soit ni l'un ni l'autre. C'est pareil. Bon, et symétrique, je vous rappelle la définition, c'est pour tout xy en x. Si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Ok. Alors, quelques exemples de relations d'équivalence, et puis en exercice, on va voir d'autres. Bon, par exemple, vous prenez x avec l'égalité, c'est une relation d'équivalence. On a vu, la relation d'égalité est réflexive, parce que x est toujours égal à x. Elle est symétrique. Si x est égal à y, alors y est égal à x. Et elle est transitive. Si x égale y et y égale z, alors x égale z. Bon, ça c'est un exemple trivial. Alors, autre exemple de relation d'équivalence. Prenez x égale z, et on définit, bon, et puis soit n supérieur à 2 en entier. On définit une relation R, qui est l'ensemble des xy en z, tel que x moins y est divisible par n. Ça, c'est tout simplement la relation de congruence modulo n. D'accord? X est en relation avec y si et seulement si x est congru à y modulo n, par définition. Bon, bah ça, c'est une relation d'équivalence. D'accord? On a bien, pour tout x dans z, x qui est congru à x modulo n. Okay? Parce que x moins x, ça fait 0, c'est bien divisible par n. Pour tout xy dans z, si x est congru à y modulo n, alors y est congru à x modulo n. Et enfin, pour tout xy dans z, si x est congru à y modulo n et y est congru à z modulo n, alors x est congru à z modulo n. Et ça, c'est des trucs que vous connaissez depuis longtemps. Ben, ça veut justement dire que la congruence est une relation d'équivalence. Bon. Des questions jusque-là? Est-ce que je peux expliquer la deuxième, c'est-à-dire x congru à y modulo n entraîne y congru à x modulo n? Oui. Ben, alors faisons la démonstration.
Si x est congru à y modulo n, ça veut dire que x moins y, c'est kn pour un certain k. Et alors du coup, y moins x, c'est moins k fois n. Donc c'est encore divisé par n. Vous voyez? Voilà. Et puis là, c'est pareil. Hein. Si x moins y égale kn, et y, je vais l'écrire en tant qu'à si x moins y égale kn, et y moins z égale ln, alors x moins z, là c'est k plus l, j'ai plus de place, c'est k plus l fois n. Ça va jusque-là? Bon, on va faire pas mal d'exos, donc j'espère que ça va aller avec les exos. On a quasiment fini le cours, il ne nous reste plus qu'un seul truc à définir. Enfin, deux trucs en fait. Alors définition, soit R inclut en x fois x une relation d'équivalence. La classe d'équivalence de x est le sous-ensemble la classe d'équivalence, ça se note comme ça entre crochets. C'est l'ensemble des y dans x tel que x est en relation avec y. Donc c'est tous les éléments qui sont en relation avec x. Donc, par exemple, si vous prenez x avec la relation d'égalité, la classe d'équivalence de x, le seul élément qui est en relation avec x, c'est x lui-même. Donc ça, c'est un singleton. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Par contre, vous prenez z avec la congruence modulo les 3, par exemple, à la classe d'équivalence de x, il y a x, x plus 3, x plus 9, etc., x moins 3, x moins 6, etc. Tous les nombres qui sont congrus à x modulo 3. C'est la classe d'équivalence de x. On peut noter x plus 3z. C'est des éléments qui s'écrivent comme x plus 3k avec k dans z. Alors, une proposition qui est quasiment évidente, c'est que pour tout xy dans x est en relation avec y si et seulement si la classe d'équivalence de x est égale à la classe d'équivalence de y. Et pour faire la preuve, il faut utiliser les trois propriétés d'une relation d'équivalence. Donc montrons que si x est en relation avec y, alors la classe de x est égale à la classe de y. Donc on doit montrer une égalité d'ensemble.
la classe de X, c'est un ensemble, la classe de Y, c'est un ensemble. Il faut montrer que cet ensemble est égal à celui-là. Donc, montrons, c'est une double inclusion, que la classe de X est incluse dans la classe de Y, ou que Y inclus dans la classe de X est similaire. Je ne veux pas faire deux fois la même démonstration. Donc, soit Z dans la classe de X, ça veut dire que X est en relation avec Z. Et il faut montrer que ça entraîne que Y est en relation avec Z. Or, par hypothèse, X est en relation avec Y, donc, par transitivité, Y est en relation avec X. Par symétrie, pardon. Donc, du coup, vous avez Y en relation avec X et X en relation avec Z. Donc, par transitivité, Y est en relation avec Z. Et donc, par définition, Y appartient, non, pardon, Z appartient à la classe de Y. Et l'autre implication, montrons que si la classe de X est égale à la classe de Y, alors X est en relation avec Y. Bon, voilà, c'est plus simple. Par réflexivité, X est en relation avec X. Donc, par définition, X appartient à la classe de X. Ça. La classe de X, c'est l'ensemble des gens qui sont en relation avec X. En particulier, comme X est en relation avec X, bah, c'est que X appartient à la classe de X. Mais la classe de X, par hypothèse, c'est la classe de Y. Donc, X est en relation avec Y. Voilà. Alors, est-ce que cette démonstration, c'est clair? Une question? Ouais. Bon, là, j'ai conscience du fait que c'est assez abstrait. Ce que vous pouvez essayer de faire, et puis après, on va faire des exos, donc on verra pas mal d'exemples, mais essayez de voir ce que ça veut dire sur les exemples, par exemple celui-là. Ça, c'est vraiment l'exemple typique de relation d'équivalence. Congruence modulo n. Et alors, la dernière définition, et puis ensuite, on a fini avec le cours. R, une relation d'équivalence. L'ensemble quotient de X par R, noté simplement X sur R, et l'ensemble des classes d'équivalence de R. Concrètement, X sur R, c'est l'ensemble des ensembles de la forme classe de X pour X en X. Donc, comment il faut y penser à cet ensemble quotient?
Qu'est-ce que ça veut dire cette définition? Vous avez votre ensemble X qui est un gros machin, et puis vous avez des éléments qui se promènent là-dedans, et vous pouvez les diviser en plusieurs paquets. Il y a une première classe d'équivalence, une deuxième classe d'équivalence, une troisième classe d'équivalence, par exemple. Donc là, vous voyez, j'ai fait plusieurs paquets, et à l'intérieur d'un paquet, tout le monde est en relation avec les autres. Mais un élément d'un paquet n'est pas en relation avec l'élément d'un autre paquet. Et bien, l'ensemble quotient, X sur R, c'est l'ensemble des paquets. On aura un paquet rouge, un paquet bleu et un paquet vert. Donc c'est un peu comme si on prenait notre ensemble X et que dès qu'on a deux éléments qui sont en relation, on les identifie ensemble. C'est comme si on ne pouvait plus les distinguer, comme s'ils devenaient égaux. Dans l'ensemble quotient, il n'y a plus qu'un seul élément qui représente tous les éléments qui sont dans le paquet rouge. C'est juste le paquet rouge lui-même. Quelques exemples. Si on prend la relation d'équivalence qui est juste l'égalité, X quotienté par la relation d'égalité est en bijection avec X. Pourquoi? Parce que quand on prend la relation d'égalité, les paquets, il n'y a qu'un seul élément dedans. Donc il y a exactement un paquet par élément de X. Donc on peut identifier les paquets avec les éléments de X. Bon, autre exemple, prenez Z mode 3. La Z modulo la relation, il y a seulement trois paquets possibles. Il y a la classe de 0, la classe de 1 et la classe de 2. Et ça, tous les éléments de Z sont dans un de ces paquets. Soit ils sont congrus à 0, soit ils sont congrus à 1, soit ils sont congrus à 2. Il n'y a pas d'autre cas possible. Et les éléments qui sont dans deux paquets différents ne sont pas congrus entre eux. Si un élément est congru à 0, il n'est pas congru à 1. Et s'il est congru à 1, il n'est pas congru à 2. Vous voyez, donc cette notion de quotient, qui je l'admets, c'est un peu abstrait, hein, comme ça, c'est un peu comme ce qu'on fait avec les congruences. Quand on travaille modulo un certain nombre, ici modulo 3 par exemple, des nombres qui sont congrus, c'est comme s'ils étaient égaux. On ne les distingue pas dans les congruences. Et là, c'est une généralisation de ça. Cette notion d'ensemble quotient. La toute dernière proposition du cours, il existe une application surjective de x dans son quotient, et à x associe tout simplement la classe de x. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est là, va associer le paquet dans lequel est cet élément. Vous voyez, cet élément-là, on va lui associer le paquet rouge, celui-là aussi, alors que celui-là, on va lui associer le bleu, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Dans cet exemple, un nombre, n, on associerait simplement soit la classe de 0, soit la classe de 1, soit la classe de 2, suivant que le nombre qu'on a pris, il est congru à 0, 1 ou 2. Monsieur?
Ouais. Du coup, c'est comme une fonction, ce qui est en bas? Oui, oui, oui. Enfin, application, fonction, pour moi, c'est synonyme. Ok. Merci. Ça, c'est une fonction de l'ensemble X. Dans l'ensemble de X mod R, il y a X associé à la classe de X. Et le fait que c'est surjectif, c'est tout simplement dire que toutes les classes d'équivalence, bah, c'est les classes d'équivalence de quelque chose, par définition. Hein, si vous avez la classe de X, bah, c'est l'image de X par cette application. C'est à peu près évident. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Le mieux, c'est qu'on voit en pratique comment ça marche. Hein, on va faire des exos. Voilà. Alors, elle peut être bijective. Il y a un cas où elle est bijective, en fait. C'est dans ce cas-là, dans le cas où on a la relation d'égalité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est bijective, cette application? Ça veut dire que si on a deux x différents, ils sont dans des classes d'équivalence différentes. Donc ça veut dire qu'un élément n'est en relation qu'avec lui-même. Est-ce que vous vous rappelez? Si deux éléments ont des classes d'équivalence égales, ça veut dire qu'ils sont en relation. Donc s'il n'y a jamais deux éléments qui ont des classes d'équivalence égales, ça veut dire qu'ils ne sont jamais en relation. Sauf quand on a x qui est en relation avec lui-même. Donc le seul cas où c'est une bijection, c'est quand on a la relation d'égalité ici. Dans les autres cas, on va faire des paquets qui seront plus gros que juste un point. Et comme on va tous identifier, ça, c'est pas injectif. Vous voyez, là, c'est deux points qui sont dans le paquet vert. Faut tous les deux envoyer sur le point vert. Voilà. Alors, est-ce que il y a des questions juste sur les définitions avant qu'on passe à la suite? Je pense que quand on verra ça en pratique, ce sera un peu plus simple. Juste, monsieur, pour une Ouais. classe d'équivalence, X, il fait toujours partie de sa classe? Oui, Ok. oui, oui, par réflexivité. Oui. On a, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voyons sur des exemples. Hein, on va faire ça pendant une minute. Donc, on reprend la feuille de télé 3. On va faire la moitié. Pardon, je suis enlevé le bouton. Prenons le télé 3. Commençons par regarder l'exo 3, qui est un exo sur les relations d'ordre. Donc, c'est l'ordre lexicographique dont il est question. L'ordre lexicographique, si vous voulez, c'est un peu l'ordre du dictionnaire. L'ordre du dictionnaire, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un mot est avant un autre? Par exemple, est-ce que bonjour est avant bonsoir dans le dictionnaire? On a un ordre sur les lettres, hein, A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z. Maintenant, si je vous donne deux mots, dans le dictionnaire, comment on fait pour les comparer? On commence par regarder la première lettre avec la première lettre. Elles sont égales, donc on regarde la suivante. Le O avec le O. Elles sont encore égales, donc on regarde le N avec le N. Elles sont encore égales. On arrive jusqu'au J, et là, le J est avant le S, donc c'est que bonjour est avant bonsoir dans le dictionnaire.
Okay. Bon, bah là, on va faire la même chose. Bon, sauf qu'à la place des lettres, on aura des entiers et on n'aura que 2 lettres. Donc on munit Z2 de la relation d'ordre. Alors, x' est inférieur à y', si et seulement si. Alors, x est inférieur à x' ou pardon, x est inférieur à y ou x égale y et x' est inférieur à y'. Donc ça, c'est l'ordre strict et l'ordre large. X' est inférieur ou égal, donc avec ce truc bizarre, hein, à y', si et seulement si x' est inférieur à y', ou x' égale y', pour la rendre réflexive. Alors, première question, pour voir si vous avez bien compris ce que c'est que cette relation. Déterminer l'ensemble des couples Mn tels que Mn strictement plus petit que 0, 0. D'accord? Quelles sont les paires d'entiers qui sont dans l'ordre lexicographique inférieur à 0, 0? Quand est-ce qu'une paire est inférieure à 0, 0? Pourquoi jamais? Quelqu'un dit jamais dans le chat. Oh, ouais, voilà, on est sur Z, hein, on n'est pas dans les entiers naturels, on est dans les entiers relatifs. Par exemple, -1 est inférieur à 0, 0. Alors, quand est-ce qu'une paire est inférieure à 0, 0? Est-ce que quelqu'un saurait expliquer? C'est quand on a m strictement inférieur à 0, Ouais, ou m égale 0 et n strictement inférieur à 0. voilà. Donc, il y a 2 cas possibles. Soit on a les couples du type Mn avec m strictement négatif, mais du coup, pas de condition sur n. Ou bien alors, on a les couples du type 0n avec n strictement négatif. Vous voyez, c'est comme dans le dictionnaire. On dit que bonjour est inférieur à bonsoir. On regarde juste le premier où ça diffère. Hein, il se peut qu'après, par exemple, le U, il vient après le I dans les lettres, mais comme la première lettre qui change est inférieure dans bonjour que dans bonsoir, c'est que bonjour est inférieur à ce qui est après. Vous voyez? Là, c'est pareil. Si la première est différente, si M est strictement négative, N, il n'y a pas de condition. C'est juste un entier relatif. Par exemple, -1 est strictement inférieur à 0, 0, même si 1 est plus grand que 0. Par contre, si là on a un 0, le deuxième doit être strictement négatif. Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça? Alors maintenant, on passe à la question un peu plus... montrer que la relation qui est là, inférieure ou égale, est une relation d'ordre.
Donc je vous rappelle, hein, il faut montrer trois choses. Qu'elle est réflexive, qu'elle est antisymétrique et qu'elle est transitive. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Puis après, on y réfléchit tous ensemble. Alors, on me demande est-ce qu'une relation peut être à la fois une relation d'ordre et une relation d'équivalence? Oui, on a vu un exemple. C'est l'égalité. L'égalité est à la fois une relation d'ordre et une relation d'équivalence. En fait, c'est la seule. Enfin, vous pouvez y réfléchir. C'est le seul cas qui est à la fois une relation d'ordre et une relation d'équivalence. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, essayez, là je l'ai dit hein, comme ça, essayez de le démontrer que c'est la seule relation qui est à la fois une relation d'équivalence.
On y va? Alors, première propriété, c'est la réflexivité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la réflexivité? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Que si on a un couple X prime, Ouais, alors il est en relation avec lui-même, voilà. Et ça, pourquoi c'est vrai? parce que X est toujours égal à X et X prime toujours égal à X prime. Voilà. En fait, c'est dans la définition. C'est à ce niveau-là, hein. Là, c'est clair que XX' est en relation avec XX'. Donc XX' est inférieur ou égal à XX' par définition. Alors ensuite, l'antisymétrie. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Quoi l'antisymétrie? C'est que si on a un couple XX' et un Ouais, deuxième couple YY', ouais, si l'un est en relation avec l'autre, alors le deuxième est en relation avec le premier. ouais, exactement. Hein, c'est-à-dire que si XX' est inférieur ou égal... Hey, attendez, non. Non, je crois que vous avez dit la définition de symétrie, non? Ouais, quelqu'un dans le chat a écrit le bon truc. Si on a ça, alors forcément, XX' égale YY'. Ouais. Oui, il ne faut pas confondre les deux, hein, attention. C'est que si vous avez un couple qui est plus petit que le deuxième, et que le deuxième est plus petit que le premier, alors forcément, ils sont égaux. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer ça? En fait, moi j'ai essayé de faire du cas par cas, mais c'est vraiment long. Donc, Ouais, si on essaie de faire du cas par cas, c'est assez long. Alors, quelqu'un propose, on écrit une définition, et l'hypothèse est vérifiée uniquement si le couple X égale le couple Y. Oui, c'est vrai, mais là, on va faire encore du cas par cas. Alors, peut-être ce qui est plus simple, essayer de le démontrer comme ça, c'est de le faire par contraposé. Si X' est différent de YY', montrer que soit X, X' n'est pas inférieur ou égal à Y, qui est strictement supérieur, ou c'est YY' qui est strictement plus grand que XX'. Bon, je ne vais pas le noter comme ça, en fait, c'est pas bien. Je dois le noter comme ça. Donc, essayez de montrer que si vous avez deux couples qui sont différents, alors, soit celui-là n'est pas plus petit que celui-là, soit celui-là n'est pas plus petit que celui-là. Il y aura aussi plusieurs cas, mais ce sera un peu plus simple, je pense. Enfin, bon, dans tous les cas, il faut travailler un petit peu, hein.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire que les deux couples sont différents déjà? Pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Que soit x est différent de y, Ouais, ou x' différent de y', ou alors les deux. voilà. Alors déjà, c'est important, c'est une des deux coordonnées est différente de l'autre. C'est pas forcément les deux qui sont différentes. Donc, si x est différent de x', qu'est-ce qu'on peut dire? Pour pouvoir montrer que soit celui-là n'est pas plus petit que celui-là, soit celui-là n'est pas plus petit que celui-là. C'est pas x différent de y? Oui, pardon. Oui. Si x est différent de y, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui montrerait que ça est vrai ou ça est vrai? Voilà, exactement, quelqu'un dans le chat l'a dit. Soit x est plus petit, soit x est plus grand. Donc soit on est dans un cas, soit dans l'autre. Soit x est inférieur à y, et dans ce cas, ça veut dire que y, y' n'est pas inférieur ou égal à xx'. Soit y est inférieur à x, dans ce cas, x, x' n'est pas inférieur ou égal à y'. Bon, reste le cas si x est égal à y et x' différent de y'. Alors, dans ce cas, on peut faire la même chose. Alors, soit x' est inférieur à y', et dans ce cas-là, y', n'est pas inférieur ou égal à xx'. Soit y' est inférieur à x', et dans ce cas, c'est x' qui n'est pas inférieur ou égal à y'. Je trouve que ça fait un peu moins de cas de faire les contraposés, mais vous pouvez aussi essayer de rédiger le raisonnement direct. Vous verrez, ça marche aussi. Bon, reste la transitivité. C'est quoi la transitivité? Bah, il va falloir trois couples dans ce cas-là. Ouais, et c'est quoi l'hypothèse et c'est quoi la conclusion? Que si x', est en relation avec y', Ouais, et que y', est en relation avec z', ouais, alors xx' est en relation avec zz'. ouais, exactement. Voilà, alors essayez de montrer ça. Et vous allez voir, il y a plusieurs cas qui sont très faciles. Il y a juste un cas où il faut dire quelque chose.
Monsieur, Oui. pourquoi dans la deuxième petite flèche, on a précisé x' différent de y'? C'est les deux cas possibles. Vous voyez, le couple XX' est différent de YY', donc soit c'est la première coordonnée qui est différente, soit c'est la deuxième, soit c'est les deux. Mais vu la définition de la relation, si c'est la première qui est différente, on s'en fiche un peu de ce qui se passe pour la deuxième, en fait. Vous voyez? Alors que si c'est la deuxième qui est différente, c'est important seulement si si les deux premières sont égales. Vous voyez? Parce que si ça c'est différent, alors que x' soit égal à y' ou pas, ça ne change rien. Par contre, là, on sait qu'il y a au moins une des deux qui est différente. Donc si x égale y, c'est que la deuxième doit être différente, vu que le couple est différent. Alors la transitivité, est-ce que c'est OK? Monsieur, excusez-moi, Oui. mais est-ce que vous pouvez juste remonter un tout petit peu le début de l'exercice 3, enfin la consigne? Parce que je crois que j'ai mal noté quelque chose. Encore au-dessus, s'il vous plaît. Enfin, au début, il y a marqué exercice 3. Ah, mais sinon, vous savez, les feuilles sont sur Moodle. Ah, ok, d'accord, je crois que c'est quelque chose que vous avez rajouté. Merci. Ah, ça? Oui, bah, ça c'est juste une explication. C'est pas sur l'énoncé, ça. Ok, merci. Alors, la transitivité. Je pense que vous avez vu, si vous avez essayé, il y a plusieurs cas qui sont faciles. Par exemple, dans la définition, à chaque fois, il y a le cas où il y en a deux qui sont égaux. Mais si jamais ces deux couples sont égaux, on peut le remplacer YY' par XX' ici, et du coup, on obtient la conclusion. Pareil, si ces deux-là sont égaux, on peut remplacer YY' par ZZ', et dans ce cas-là, on a bien cette relation. Donc, il y a plusieurs cas. Si x' égale YY', alors YY' inférieur ou égal à ZZ', ça entraîne XX' inférieur ou égal à ZZ'. Vous voyez, comme ces deux-là sont égaux, on peut les remplacer. Pareil, si c'est dans le deuxième qui sont égaux, alors XX' inférieur ou égal à YY', ça entraîne que X', comme YY' c'est la même chose que ZZ', on peut remplacer. Ça fait ça. Reste le cas où XX' strictement inférieur à YY' et YY' est strictement inférieur à ZZ'. Voilà, essayez de compléter là, puis après on passera à un autre exemple. Attendez, j'ai eu un souci d'ordinateur là, vous êtes encore là? Oui, oui, on est encore là. Ok, super. Connexion internet a coupé pendant 30 secondes.
Alors quelqu'un me dit, il ne suffit pas de combiner les inégalités. Ben, plus ou moins, mais qu'est-ce que vous appelez combiner les inégalités? Celles qu'on sait combiner, c'est celles qui sont sur Z. Sur Z, on sait dire que si x est inférieur à y et y inférieur à z, alors x est inférieur à z. Mais là, on ne peut pas juste déduire que ça est inférieur à ça. Parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vouloir montrer. Et par contre, on peut le faire pour les coordonnées. Regardez, je peux faire le début. Un des cas, c'est si. Attendez. Voilà. C'est justement ce qu'on veut montrer, qu'on peut mettre les deux inégalités à la suite et dire, bah, du coup, le premier est inférieur au troisième. Bon, faisons les cas possibles. La première inégalité nous dit que soit c'est x qui est inférieur à y, soit ils sont égaux et c'est x' qui est inférieur à y'. Donc si x est inférieur à y, alors la deuxième inégalité nous dit que y est inférieur ou égal à z. Vous voyez, dans la définition, soit la première coordonnée est inférieure à la première coordonnée, soit elles sont égales. Donc dans tous les cas, elles sont inférieures ou égales. Donc en combinant ces deux-là, et ça on a le droit de le faire parce qu'on est dans les entiers, et on sait que c'est vrai, alors x est inférieur à z. Et du coup, en utilisant la définition, x' est strictement inférieur à zz'. Voilà, essayez de faire les deux autres cas, et puis on va corriger. Alors, on y va. Alors, les autres, c'est si x égale y. Alors, bah, par l'hypothèse 1, x' strictement inférieur à y'. Donc maintenant, on doit utiliser la deuxième hypothèse. Si y est inférieur à z, alors x est inférieur à z. Donc, en utilisant le fait que x égale y, donc x' est inférieur à zz'. Et si y égale z et y' inférieur à z',
Alors, x' est inférieur à z', et donc x' est inférieur à z'. Voilà. Ok, ça a été pour tout le monde. Voilà, c'est une affaire de cas par cas. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour faire tous les exos, mais j'espère que je vais quand même essayer. On va faire un deuxième exo sur les relations d'ordre, et après on va faire un peu d'exo sur les relations d'équivalence, puis on aura terminé. Donc, il y a exercice 6. Donc, on prend l'ensemble des entiers naturels avec la divisibilité. Donc, m divise n, si et seulement si, il existe k dans n, tel que n égale kn. Donc, première question, montrer que c'est une relation d'ordre, ça on l'a fait en cours. Maintenant, la deuxième question, soit m et n des entiers non nuls, calculer le sup de l'ensemble Mn et l'inf de l'ensemble Mn. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que ça veut dire le sup et l'inf? C'est la même définition que dans les nombres réels. C'est la borne supérieure. Ouais, et c'est quoi la borne supérieure? C'est le plus petit des majorants de l'ensemble. Voilà. Donc cette borne sup, c'est le plus petit majorant, et plus petit bien sûr dans le sens divisibilité, hein, de l'ensemble Mn. Et la borne inf, c'est le plus grand minorant de l'ensemble Mn. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez là, c'est réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un majorant de l'ensemble Mn et qu'est-ce que c'est qu'un minorant de l'ensemble Mn pour la divisibilité. Et ensuite, réfléchissez à ce que ça veut dire le plus petit majorant et le plus grand minorant. Voilà. Je vous laisse réfléchir 2-3 minutes.
Alors, c'est quoi un majorant de l'ensemble Mn? Ah, attendez. Il y a quelqu'un qui me dit en privé, qui me parle d'un truc, mais je ne veux pas le dire tout de suite parce que c'est plus ou moins la réponse, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un majorant de cet ensemble? Ça veut dire quoi un majorant? Normalement, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à tous les éléments de l'ensemble. Ouais. Alors, quand c'est supérieur ou égal, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à tous les éléments de l'ensemble. Ici, il faut remplacer supérieur ou égal par divisible. Donc, un majorant de grand A est un entier n. Bon, je vais l'appeler grand M, allez. Tel que, pour tout A dans grand A divise grand M. Donc ici, un majorant de Mn, c'est quoi? C'est un entier grand M tel que à tous les éléments de Mn divise grand M, donc c'est-à-dire M divise grand M et N divise grand M. Et grand M, pardon. Bon. Donc comment on appelle un élément, un entier comme ça? Tel que M divise grand M et N divise grand M. C'est un truc que vous connaissez depuis longtemps. C'est un multiple à M et N. Donc, équivalent à M est un multiple commun à M et N. Bon. Et du coup, la borne sup, ça va être quoi? Si on se rappelle la définition, c'est le plus petit majorant. Donc ici, c'est quoi? C'est le PPCM. C'est le plus petit commun multiple de M et N. La borne sup est le plus petit majorant. Donc parmi tous les multiples communs, c'est celui qui est le plus petit. Et ce n'est pas le plus petit dans le sens de l'inégalité sur les entiers, c'est plus petit dans le sens il divise tous les autres. C'est-à-dire un multiple commun qui divise tous les autres multiples communs. D'accord? C'est plus petit dans le sens qui divise tous les autres. Et ça, c'est précisément celui qu'on appelle le plus petit commun multiple, le PPCM. Monsieur, Oui. du coup, quand on parle du majorant et de la bande supérieure dans notre cours de MM1, Ouais. c'est parce qu'on prend en compte la relation d'ordre inférieur ou égal? Non. On regarde la relation inférieure ou égale classique. Ok. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est des généralisations où, en fait, on peut transposer les définitions et avoir des trucs très similaires. D'accord. Merci. Bon. Alors, du coup, maintenant, pour le inf. Qu'est-ce que c'est un minorant? Maintenant, de Mn. C'est quoi?
C'est le contraire, c'est quelqu'un qui divise M et N. Ça, on appelle ça comment? On appelle ça un... Voilà, un entier qui divise à la fois N et M. Ça, c'est un nom, ça s'appelle un diviseur commun. Et du coup, la borne inf, c'est le plus grand parmi tous les diviseurs communs. Et encore une fois, c'est plus grand dans le sens qu'il est divisible par tous les autres diviseurs communs. Et celui-là, on l'appelle le PGCD. De M et N. Donc vous voyez ces notions de borne sub, borne inf. Bon, on peut les transposer à des relations d'ordre plus compliquées, enfin différentes de juste l'inégalité classique. Et ça peut donner des trucs comme ça, des PPCM, des PGCD, ou d'autres choses. Ok? Est-ce que ça va cet exo pour tout le monde? Pas de questions? Monsieur, Oui. le minorant, du coup, c'est... Enfin, si on l'appelle A, c'est le nombre A qui divise M et qui divise N. Oui, oui, oui. D'accord. Ok. C'est un nombre, oui, on peut l'appeler A en N, tel que A divise M et A divise N. Donc c'est précisément ce qu'on appelle un diviseur commun. C'est un diviseur de M et un diviseur de N. Il est commun à M et N. Et le plus grand, c'est le PGCD, le plus grand commun diviseur. Voilà, attendez. Si je clique sur le mauvais bouton, ça m'envoie... Bon. Voilà, on n'a pas grand-chose de plus. Bah, vous pouvez lire les autres exos, et s'il y en a un que vous voulez qu'on essaye de faire la semaine prochaine, on pourra. Mais là, on a fait à peu près le tour. On va faire un petit exo sur les relations d'équivalence avant de s'arrêter. Et puis, après, ce sera tout. Donc, il y a l'exercice 11. Donc, sur C, on définit une relation. Bon, je ne vais pas dire tout de suite que c'est une relation d'équivalence. R par donc Z est en relation avec Z', si et seulement si ils ont le même module. Alors, première chose, montrer que R est une relation d'équivalence. Voilà. Ça, c'est plus simple que l'autre. On va faire ça en 5 minutes, et puis ensuite, on fera la question 2. Rappelez-vous, relation d'équivalence, ça veut dire 3 choses. Il faut vérifier les 3 propriétés.
Ouais, un minimum. Alors, quelles sont les 3 propriétés qu'il faut vérifier? Je vous rappelle, c'est la réflexivité, la symétrie, d'accord, on ne va pas confondre avec l'antisymétrie, et la transitivité. Alors, qu'est-ce que c'est que la réflexivité? C'est dire que le module de Z est égal au module de Z. Voilà, c'est que Z est en relation avec lui-même, et ça c'est vrai parce que le module de Z est en relation avec est égal au module de Z. Alors, Z est en relation avec Z car le module de Z est bien égal au module de Z. Okay. Ensuite, la symétrie. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Il ne faut pas écrire grand-chose, il ne faut rien écrire de plus que ça. Peut-être pour que vous êtes dans C, à la limite. Alors après, la symétrie. C'est quoi la symétrie? On a vu? Ouais. Vas-y. Non, je te laisse. Un des deux. C'est comme vous voulez. Hein. Non, vas-y. C'est dire que le module de Z est égal au module de Z'. Ouais. Ça implique que le module de Z' est égal au module de Z. Ouais, exactement. Alors, si Z est en relation avec Z', alors le module de Z est égal au module de Z'. Et du coup, le module de Z' est égal au module de Z. Vous savez que l'égalité, elle, est symétrique. Et du coup, Z' est en relation avec Z. Donc ça, c'est bon. Enfin, la transitivité, c'est quoi? Que vous avez noté. Celle-là, on l'avait déjà vu la semaine dernière. C'est si Z est en relation avec Z' et Z' en relation avec W. Ouais, bon, je vais écrire 2 secondes. Alors, on va voir la fin. Z est en relation avec Z seconde. Voilà. Et ici, avec les modules, c'est la même chose en fait. Ouais. Si on a Z en relation avec Z', ça veut dire que le module de Z égale le module de Z'. Et si Z' est en relation avec Z seconde, ça veut dire que Z' et Z seconde ont le même module. Et du coup, l'égalité est transitive, donc Z est en relation avec Z seconde. Voilà. Donc ça aussi, c'est bon. Vous voyez, pas compliqué. Bon. Dernière question. Déterminer les classes, l'équivalence de chaque Z dans C. Alors je vous rappelle, hein, la classe de Z est juste l'ensemble des Z' dans C tel que Z est en relation avec Z'. Alors ça fait une figure géométrique. C'est quoi cette figure? Voilà, c'est tout simplement le cercle de rayon, le module de Z. Alors, il faut faire attention, il y a 2 cas possibles en fait. Parce qu'un cercle de rayon 0, c'est pas vraiment un cercle. Voilà. Et de centre 0, effectivement. Donc, il y a 2 cas possibles. On va s'arrêter sur ça. Si Z égale 0, alors, il n'y a qu'un seul nombre qui a le même module que 0, c'est lui-même. Ça, c'est un point. Sinon, si Z est différent de 0, la classe de Z, c'est l'ensemble des Z' tel que le module de Z est égal au module de Z',
Ça, c'est le cercle de centre 0 et de rayon le module de Z. Donc, si on veut, si maintenant on s'intéresse à l'ensemble quotient, c'est-à-dire à l'ensemble des classes d'équivalence, en fait, ça, c'est en bijection avec R+. Vous voyez? À la classe de Z, on peut associer le module de Z. Ça, c'est, je vais écrire comme ça, c'est une bijection. Une classe d'équivalence, c'est complètement déterminé par le rayon, avec le cas un peu bizarre où le rayon c'est 0, et dans ce cas-là, c'est juste un point. Vous voyez, donc A, C, le plan complexe. Plusieurs classes, il y a la classe de 0, et puis ensuite il y a toutes les classes comme ça, où on a des cercles concentriques en 0. Donc chacun des cercles qui est là, c'est une classe d'équivalence. C'est un paquet de tout à l'heure. Ah, est-ce que je peux expliquer les classes d'équivalence? Les classes d'équivalence, vous prenez un élément, et vous regardez tous les autres éléments qui sont en relation avec Z. Donc ici, tout simplement, vous prenez votre Z, et vous regardez tous les Z' qui ont le même module. Donc là, il y a deux cas possibles. Soit Z égale 0, il n'y a qu'un seul point qui est le module 0, c'est le singleton 0. Soit il n'est pas nul. Dans ce cas-là, le module de Z, c'est une constante quelque chose. Dans ce cas-là, on regarde tous les Z' qui ont le même module que Z. Et ça, c'est un cercle. OK? C'est à peu près clair. C'est comme ce qu'on avait fait tout à l'heure avec les entiers et la relation modulo. La classe d'équivalence, c'est tous les nombres. Vous prenez un X et vous regardez tous les nombres qui sont congrus à X modulo N. Là, c'est pareil. Vous prenez un Z et vous regardez tous les Z' qui sont congrus à Z, enfin qui ont le même module que Z. Vous écrivez, vous avez juste remplacé la relation par l'égalité. À quel endroit? Ah, attendez, je réponds aux deux questions. Non, la relation, je l'ai remplacée par sa définition. Là, c'est pas Z égale Z', c'est module de Z égale module de Z'. Ils ne sont pas forcément égaux, Z et Z'. Ils ont juste le même module. Vous voyez, dans l'énoncé, dans les Z', si et seulement si, le module de Z est en relation avec, est égal au module de Z'. Ça va ou pas? Là, pour passer de ça à ça, c'est juste la définition. Ouais, je pense. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça, c'est une bijection? Donc vous me dites, il y a une infinité de points, c'est pas plutôt injective. Enfin, elle est injective et elle est surjective. Elle est les deux. Pourquoi c'est surjectif? Si je prends un réel R, attendez. Si je prends un réel R, plus, donc un réel positif, il va toujours être dans le module CR. Par exemple, on peut prendre Z égale R, tout bêtement. Le module d'un réel positif, c'est lui-même. Donc c'est surjectif. Maintenant, pourquoi c'est injectif? Si on a deux classes, Z et Z', telles que le module de Z égale le module de Z', alors ça veut dire que Z est en relation avec Z'. Et du coup, on a vu tout à l'heure en cours que ça impliquait qu'ils avaient la même classe d'équivalence.
Donc cette application phi qui est là, si phi de crochet z égale phi de crochet z', alors les classes d'équivalence z et z' sont égales. Ça ne veut pas forcément dire que z égale z', ça veut juste dire qu'ils sont en relation. Donc cette application est à la fois injective et surjective. Donc ça, c'est bien une application bijective. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça avant qu'on s'arrête? Monsieur, Ouais. j'arrive pas trop à comprendre la dernière ligne quand vous avez marqué que si Z était en relation avec Z', alors leur classe d'équivalence était égale. Ah, ça, c'est la démonstration qu'on a faite tout à l'heure. Je peux la remontrer. C'est ici. Si x est en relation avec y, alors la classe de x égale à la classe de y, Ah, et ok. vice-versa. Hmm. Donc, vous voyez, si x est en relation avec y, pourquoi est-ce que la classe de x égale à la classe de y? La classe de x, c'est tous les gens qui sont dans le même paquet que x, qui sont en relation avec x. La classe de y, c'est les gens qui sont en relation avec y. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que si quelqu'un est en relation avec x, alors il est en relation avec y. Et réciproquement, si quelqu'un est en relation avec y, alors il est en relation avec x. Et pour démontrer ça, on utilise les propriétés de la relation d'équivalence. Donc, d'une part, on utilise la symétrie ici, pour dire que si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Et ensuite, on utilise la transitivité. Si y est en relation avec x et x en relation avec z, alors c'est que y est en relation avec z. Du coup, on est parti de l'hypothèse z en relation avec appartient à un crochet x, et on obtient sur z appartient à un crochet y. Oui, d'accord. Bon, ça, encore une fois, je pense qu'il faut le repotasser un peu chez vous. Je vais Mais, vous donner... Ouais, pardon. En fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la bijection. Vous venez de l'expliquer en plus, mais celle-là? oui, à la fin. Enfin, ça correspond à quoi le phi de Z, enfin de l'ensemble de Z? Alors, phi, c'est une fonction qui part de l'ensemble quotient qui arrive dans R+. L'ensemble quotient, c'est un ensemble dont les éléments sont les classes d'équivalence. Donc un élément de ce quotient-là, quelque chose du type crochet Z, pour Z dans C. D'accord. Et cette application, je la définis de la manière suivante. Crochet Z, je l'envoie sur le module de Z. Ok. Ok. Ah Donc, oui, d'accord. Et du coup, oui, si phi du module de Z est égal à phi du module de Z', alors le module de Z est égal oui, les classes d'équivalence, je veux dire. oui, voilà. Si phi de la classe de Z est égal à phi de la classe de Z', ça veut dire que module de Z égale module de Z' par définition. Ça, c'est égal à module de Z. Ça, c'est égal au module de Z'. Mais du coup, si le module de Z est égal au module de Z', par définition, ça veut dire que Z est en relation avec Z'. C'est la définition. Et par la propriété qu'on a vue tout à l'heure, ça veut dire que les classes sont égales. Ok. Et D'accord. donc là, on tombe précisément sur la définition d'injectivité. Ok. Merci. Bon, je pense, bon là, j'ai déjà beaucoup débordé, donc je vais arrêter l'enregistrement.